La radio des vrais gens, tous les matins, on vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, hein. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, même s'il pleut ce matin à Conakry. Oh Dieu. On va s'intéresser, on parle politique ce matin dans notre émission, mon cher Ahmed Kourouma. Reprise du dialogue. Des politiques rejettent l'appel du Premier ministre Ahmed Kourouma. Mais à juste titre, je l'ai dit ici la semaine dernière, j'ai dit que la méthode n'était pas bonne. Je dis qu'on ne convoque pas, j'ai utilisé la terminologie, en randonnion des politiques, on les met dans un bus, on va les mettre dans une salle de conférence et on leur fait la leçon. La leçon, la méthodologie de ce dialogue n'est pas bonne. Donc je comprends parfaitement que les politiques puissent... Qu'est-ce que les politiques se disent, Lamine? Les politiques se disent bis repetita. Ouais. On va aller dans une salle, ils vont nous refaire le coup du dialogue inclusif, de nous expliquer comment on veut la refondation de la tête, etc. C'est pas comme ça que les choses se passent. Le pays va mal, l'État va mal. Quand on veut refonder une nation, on commence par faire installer des ponts entre les politiques et les dirigeants. On voit les conseillers, on met un cadre de dialogue avec des thèmes précis, des leaders précis, des gens qui font des comptes rendus précis, etc. Bref, on professionnalise le débat. On fait en sorte que chacun soit entendu, que chacun... Je voudrais juste finir. Oui, mais en fait... Non, je voudrais juste finir. Je sais que tu vas défendre ton beefsteak, il n'y a pas de souci, mais laisse-moi finir. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que je comprends, je m'y attendais, et je l'ai dit la semaine dernière, je m'y attendais. C'est pas nouveau, ce que je dis. La semaine dernière, j'ai dit textuellement, ça ne fonctionnera pas. Et tant que le gouvernement fonctionnera de cette manière-là, avec un Premier ministre qui vient nous faire un excellent discours orienté sur la démarche du chef de l'État et qui ne s'adressera pas aux Guinéens, qui ne s'adressera pas à ceux qui veulent le dialogue, parce que nous, Guinéens, voulons un dialogue. Pourquoi il est inaudible? Mais parce que la méthode, le discours n'est pas bon. En fait, moi j'ai écouté le discours du Premier ministre. C'est un discours extrêmement bien écrit. Rassembleur. Mais rassembleur pour qui? En fait, il se fait mais il n'est pas le seul. Malheureusement, c'est pratiquement c'est devenu une culture dans notre pays. Il se fait le griot du chef de l'État. Moi, je veux bien qu'on dise du bien du président de la République, c'est mon président. Mais lorsqu'il s'agit de dialogue national, inclusif, j'ai pas envie que le Premier ministre me donne l'impression de vanter les mérites du chef de l'État. Je veux qu'il me vante les mérites du dialogue, je veux qu'il m'explique comment, pourquoi et où allons-nous en termes de dialogue, bref, qu'il fixe un cap. C'est le rôle du Premier ministre. En gros, où vais-je, dans quelle étagère et où il nous emmène. C'est ça la grande question. Et jusqu'à présent, aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux, et ce sera un échec à chaque fois tant qu'ils ne comprendront pas ça, aucun d'eux n'a pris la bonne méthodologie. Donc je comprends parfaitement bien que les politiques se sentent hors circuit, pas entendus, et qu'ils refusent. Parce que c'est une main tendue, c'est une très très belle main tendue. Je le dis. Mais la méthodologie n'y est pas, encore une fois. L'État se doit aujourd'hui de dialoguer. C'est une nécessité du CNRD, c'est une nécessité du président Doumbouya, c'est une nécessité du Premier ministre qui a la charge de faire en sorte que les Guinéens puissent enfin se parler. Mais quand tu n'y mets pas la méthode, ça aboutit à un rejet. Et c'est normal. Voilà, allez, selon vous, il faut le rappeler, Ahmed. Allez-y, Jacques Lévaleno. J'ai envie de dire à Antoine ce matin, je sais pas comment, le beau geste là, on fait comme ça, et puis on fait comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est un bisou. Oui, allez-y. Oui, parce que quand Selou Baldé avait parlé la dernière fois, j'ai dit ici que je ne sens aucune avancée dans ses propos. Et après, il a repris la parole, qu'il a dit... non, je pense que Selou, les LANAD et autres vont participer à ce dialogue. Hier, j'ai commencé par parler du jeu. Voilà l'autre face du jeu. Vous savez pourquoi ils ont adopté cette position? Parce que justement, ils ont entendu que la CEDEAO va se réunir aujourd'hui. Donc, ils espèrent que, bien entendu, ceux-ci regardent ce qui se passe à l'interne pour espérer derrière obtenir des sanctions. Parce qu'à l'interne, il y a une vérité. Il n'y a plus de pression qui ébranle le CNRD. Il n'y a plus de pression qui empêche le CNRD de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une situation
presque similaire à ce qui a prévalu à l'approche du 5 septembre 2021. C'est-à-dire, en face, le pouvoir réussit à taire des oppositions sociales et politiques. Donc, pour que, justement, on puisse atteindre son objectif, il faut désormais compter sur la pression extérieure. Et cette pression externe ne peut venir que de la CEDEAO qui, bien entendu, va se réunir aujourd'hui du côté des Nations Unies et puis prendre des mesures contre la Guinée. Sinon, vous avez demandé dialogue. Et d'ailleurs, il disait, on veut qu'ils prennent un décret. C'est le décret qui a été pris. On veut qu'ils mettent en place à travers un décret un cadre de dialogue. C'est ce qui a été fait. Maintenant, le Premier ministre, le décret, il crée le cadre de dialogue. Le Premier ministre fait un discours où il dit que la semaine prochaine, les choses vont se mettre en place. J'aurais pu comprendre que le Premier ministre mette en place finalement tous les éléments qui sont fixés dans le cadre. Il y a eu des propositions qui ont été faites. On dit qu'il faut quand même s'ouvrir et permettre à ceux qu'il y ait, au-delà des facilitateurs locaux qui sont prévus dans le décret, peut-être quelqu'un de la communauté internationale qui viendrait. Parce que ne l'oubliez pas, le facilitateur de la CEDEAO était là. Et qu'est-ce qu'il a dit en partant? Ceux qui ne sont pas venus doivent venir. Le médiateur, donc, il leur a dit de venir au cadre de dialogue. Donc, c'est après son départ que ce décret-là est pris. Même si, évidemment, on dit les facilitateurs locaux. Mais encore une fois, j'aurais bien compris qu'ils puissent venir et qu'ils puissent comprendre que ce qu'ils veulent obtenir, ce n'est pas ce qui est là. Mais c'est de la surenchère tout simplement. On veut, à travers les démarches internes, obtenir des pressions externes. Sauf que je crois ils se trompent un peu. Ils n'ont pas toute la compréhension de ce qui pourrait se passer au niveau de la CEDEAO. Je ne crois pas qu'au niveau de la CEDEAO, on soit plus préoccupé par la situation guinéenne qu'à la situation malienne. Parce qu'en réalité, tout ce qui se dessine, c'est peut-être un débat qui pourrait porter sur les soldats ivoiriens qui sont détenus du côté du Mali. La question guinéenne pourrait être utilisée comme un instrument pour permettre peut-être à la Côte d'Ivoire d'accéder à sa demande auprès du président Goïta. Bien. Il y a les détails, les dessous qui nous échappent jusqu'ici. Mais encore une fois, ce qui s'est passé hier, à ma foi, ne respecte aucune logique. Bien. Aucune. Voilà, Jacques Liwa, Leno, mon cher Tamba Zakari Midimono. Alors, je répondrai plus tard, Ahmed, mais je vais commencer par rappeler ce que j'ai dit. Lamine, pour aller à un dialogue, il faut qu'il y ait une valeur partagée. Il faut qu'il y ait un intérêt commun entre les différents acteurs du dialogue. C'est important, c'est un préalable. Il faut qu'ensemble on se dise, le plus important, ça va être la Guinée, ça va être les intérêts de la Guinée, ça va être un retour à l'ordre constitutionnel. C'est d'abord ça. Mais tout porte à croire aujourd'hui que ce n'est pas nécessairement ce qui est partagé aujourd'hui entre les différents acteurs qui s'opposent. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Je l'ai dit, je vais le redire aujourd'hui, je vais le dire demain. Il y a des acteurs, notamment un dont on recevra ici ce matin le porte-parole, qui était au premier dialogue, qui a participé aux premières rencontres. Dès qu'il a reçu la convocation de la CRIEF, il a décidé que le dialogue n'était plus tenable. Il a reculé. Avec toute sa coalition, ils ont dit, on ne peut plus y aller. Ça se passe devant les Guinéens doivent l'entendre. Nous avons eu des dizaines d'années de manipulation, notamment par les politiques. Ça a repris de plus belle. Plusieurs ont acclamé la junte, jusqu'à ce que la CRIEF commence à frapper. C'est la vérité, ce sont les faits. Si on ne peut pas dire que la CRIEF est finalement le facteur qui a fait changer les choses, on peut tout au moins constater la coïncidence entre le début des actions et des convocations de la CRIEF et le revirement de situation auquel nous avons assisté. C'est pourquoi j'ai dit il y a quelques jours, j'étais pas là avec Cellou Baldé, mais bien avant, je disais c'est pas un dialogue possible. C'est pas un dialogue possible parce que les centres d'intérêt diffèrent. Ça, c'est donc une première chose. La deuxième des choses,
Et c'est tout l'enjeu de ce courrier, de cette communication du Premier ministre, Lamine. Il y a effectivement une différence entre médiateur et facilitateur. À l'intérieur d'un dialogue, vous pouvez avoir un médiateur et des facilitateurs. Mais à l'intérieur d'un dialogue, vous pouvez aussi n'avoir qu'un seul médiateur. Le facilitateur, c'est celui-là, comme le nom l'indique, qui va faciliter les échanges, les discussions. C'est lui qui pose le cadre de la discussion et des échanges. C'est lui qui va distribuer la parole, coordonner tout ça. Et c'est donc cela, c'est de cela qu'il s'agit. Le médiateur plus loin, et c'est ça tout l'enjeu. Tous les acteurs doivent s'accorder sur une personne. C'est ce qui est arrivé avec Boni Yahi qui est venu. C'est ça la question. En fait, la véritable différence avec le médiateur, c'est que chacun des acteurs, on leur a dit, voici celui que nous voulons. Et tout le monde a dit, d'accord, il nous convient, il peut présider à notre dialogue. Qu'est-ce qui va être la différence? Ce Boni Yahi a dit, je vous encourage à revenir à la table du dialogue. Derrière, le Premier ministre fait cette sortie, il les appelle. Je vais vous dire, on trouvera toujours une raison pour ne pas y aller. Entre autres, celle que Jacques a évoquée tout à l'heure. Maintenant, et ça quand même, il faut le dire, j'ai entendu Ahmed ce matin, sans vouloir aller plus loin, je veux dire que mes positions n'ont pas changé sur le principe. Depuis le 5 septembre 2021, mon cher Ahmed, j'étais même opposé non, en fait, moi, je t'avais laissé parler pour que je puisse parler aussi. Voilà, donc, j'étais même opposé aux idées de Ahmed qui disait il faut remplacer, il faut balayer la classe politique. Il a même dit que c'était des pourritures. Oui, il l'a dit ici. Oui, et puis, paf! Je l'assume. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. La classe politique est devenue la chose la plus défendue, la classe politique est devenue la chose la plus défendue par Ahmed ce matin. Non, c'est une attaque personnelle. S'il te plaît, c'est toi qui as commencé. Il fait un débat de personnes. C'est toi qui as commencé. Je crois que j'ai le droit de te répondre. C'est toi qui as commencé. Mais j'ai rien dit. Je t'avais pas attaqué. J'ai dit tu défends ton beefsteak. Allez-y, s'il te plaît, il finit, Ahmed. Tu me parles de beefsteak et c'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. En fait, ce regard de Ahmed, c'est malheureux dans ce pays. On pense que toutes les opinions sont facturées. C'est malheureux dans ce pays. Et je veux vraiment le dire ce matin. Pour que Ahmed le sache, c'est pas la première fois, et je veux le dire ce matin. On pense dans ce pays que toutes les opinions sont facturées. On ne peut rien dire si on ne t'a pas donné de l'argent pour le dire. Si il n'y a pas un gain personnel, tu ne peux pas défendre une opinion. Aller à parler de beefsteak à l'antenne, c'est simplement malheureux pour les Guinéens parce que nous sommes comme ça. Nous sommes devenus comme ça. Je l'ai dit par le passé, je le redis encore une fois. C'est une occasion pour la Guinée, cette transition. Et je ne vais pas me faire manipuler par un acteur politique qui se voit ses intérêts menacés. C'est impossible pour moi. Et je veux terminer en disant que, si j'avais voulu d'un poste, je ne serais pas assis dans ce studio ce matin. Ahmed, tu dois le savoir. Pas tous. Et je sais de quoi je parle. Je ne serais pas assis dans ce studio ce matin. Je sais ce qui est en train de se passer. Donc je le redis encore une fois. Nous avons une opportunité que plusieurs Guinéens n'ont pas. Prenons la responsabilité sur nous de ne dire les choses qu'en lesquelles nous croyons. On ne peut pas monnayer son micro parce que simplement on a un intérêt à défendre par-ci, par-là. Je ne suis pas de ce genre-là. Bien. Tamba Zakari Minimouna, allez-y, Antoine Kourouma. Oui, je pense qu'il est important dans la déclaration conjointe de ces partis politiques pour revenir sur les raisons du refus pour eux de partir au dialogue. Parce que j'ai vu dans cette déclaration des aspects qu'ils évoquent par rapport à l'attitude du CNRD. Ils parlent d'unilatéralisme dans la prise de décision. Et donc, cette alliance dit qu'elle note avec regret que le cadre du dialogue faisant l'objet de décrets ne ressort pas les consultations préalables avec les partis politiques et les organisations de la société civile. Elle déplore sa suggestion au CNRD tant dans sa structuration que dans son processus de prise de décision. Et donc, il y a ces reproches qui sont faits au CNRD et l'absence également de facilitateurs, de médiateurs étrangers, notamment de la CEDEAO, dans ce cadre de dialogue. Voilà. Donc moi, il y a un constat que j'ai fait. Je l'ai déjà rappelé avant. Le CNRD, il faut qu'on questionne
sa sincérité dans les décisions qu'il prend. Est-ce que dans ce décret qui a été pris, est-ce que ce décret est sincère? Il intervient dans un contexte assez particulier. À chaque fois que la CEDEAO doit se réunir... Mais c'est les pratiques en fait qu'on a vues à la scène un peu. Sa question de la sincérité. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu une décision pour dire qu'Alpha Condé est désormais libre, c'était à la veille d'une rencontre de la CEDEAO. À chaque fois que la CEDEAO se réunit, le CNRD prend un acte fort. C'est ce qui nous amène à nous demander si véritablement on a envie de sortir de cette crise ou de cette transition. Parce qu'ils auraient pu le faire avant que la CEDEAO ne se réunisse. Si ça avait été fait... C'est de l'opportunisme politique. Ça avait été, Ahmed, pardon. Si ça avait été fait des jours en avant ou des mois en avant, on aurait dit le CNRD est animé de bonne foi. On va interroger la VAR pour Ahmed, hein, parce que là, ça sert à rien. Voilà. Allez-y. Si on interroge la VAR... Les grandes gueules. Si on interroge la VAR, il va quitter le studio parce qu'il y a tellement de choses. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Allez-y. Le CNRD, on l'a dit, chacun de nous tient à ce que la transition se passe correctement. Mais il faut reconnaître qu'en face, le CNRD n'a pas affaire à des enfants. Ceux qui sont en face ont des têtes pour réfléchir. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que l'opposition, parfois, en fait trop, elle fait dans la surenchère. Mais dans des situations données, il faut qu'on comprenne certaines prises de décision. Si le CNRD n'est pas sincère dans ses déclarations, dans ses prises de position, je me dis qu'il est du devoir de l'opposition de le lui faire savoir. Si ça a été fait parce que la CEDEAO tend à prendre une décision contre la Guinée, il faudrait que nous demandions au CNRD de revoir ses méthodes sur le terrain. Parce qu'à ce niveau-là, ça met un peu à l'eau tout ce que les gens se disent autour de la volonté du CNRD de vouloir clore avec cette crise. Il faudrait qu'il y ait de la sincérité. Et à mon avis, il n'y a pas de sincérité. Il n'y a pas de sincérité dans les méthodes. Non, il n'y a pas de sincérité. Et pour moi, l'opposition, bien vrai que je ne partage pas la plupart de ses prises de position, mais à des moments donnés, je suis amené à comprendre certaines décisions qu'elle prend. Pour la dernière là, à mon avis, elle n'a pas assez tort de questionner la sincérité du CNRD. Et pour moi, on ne peut pas continuer tout le temps à agir sous pression. La fois, je l'ai dit par rapport au président du CNRD qui parfois agit parce que le FNDC brandit le torchon de la manifestation ou agit parce que l'opposition veut se faire entendre et tout cela. Il faut que cela cesse. Il faut qu'on agisse en pleine accalmie. Il faut que quand les choses sont calmes, qu'on voit des actions nobles qui sont prises afin de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Si ce n'est pas le cas, je vais rester dubitatif sur la sincérité du CNRD et jusqu'à preuve contraire, je me dis que c'est parce que la CEDEAO s'est réunie qu'il y a eu ce décret-là. Tant que ce n'est pas dans un cadre plus approprié où il n'y a pas de pression, je vais toujours continuer à questionner la sincérité du CNRD au pouvoir. Voilà, Antoine Kourouma. Allez-y, mon cher Roby. Moi j'aimerais bien que finalement, dans ce pays, qu'on me définisse matériellement, et peut-être qu'Ahmed va m'aider, parce qu'il se fait le chantre de la défense du cadre, alors que lui-même, il ne me permet pas le cadre d'échange dans ce studio. Mais pour en venir un peu au sujet, qu'on me définisse matériellement, c'est quoi le cadre, les politiciens, c'est quel type de cadre ils veulent. Parce qu'Antoine est en train de dire une chose, je vais juste rappeler à Antoine que Goumou, après sa nomination ou sa confirmation au poste de Premier ministre, il a fait une sortie dans un média de la place où, bien évidemment, il a parlé de la main tendue de l'État à ses acteurs politiques. Donc, il avait déjà lancé l'idée de la mise en place de ce dialogue entre les acteurs politiques et l'État. Ce n'est pas une première. Qu'on se souvienne que sous Alpha Condé, il y a eu des semblants de dialogue auxquels eux-mêmes ils ont participé. Il y a eu des conclusions de dialogue. Alors, la chose qui m'étonne avec ces politiciens, c'est lorsque, avant le dialogue, ils y vont pas, ils incriminent un cadre auquel ils n'ont pas participé. Moi, je pense qu'on dit de la succulence d'un repas que lorsqu'on l'a goûté, au moins une fois. Au moins les saveurs. Oh, bah, le saveur, attends, c'est pas les saveurs, c'est pas les saveurs. Par l'odorat, arrête, l'odorat n'est pas le goût. L'odorat n'est pas le goût. Laisse tomber, l'odorat n'est pas le goût. L'odorat, Ahmed, tu peux pas, l'odorat n'est pas le goût. Je sais pas quel repas tu cuisines. Mais l'odorat n'est pas le goût. Pour revenir un peu au cadre d'échange ici, Ahmed, si tu nous permets d'échanger dans un cadre approprié, comme tu es en train de le dire. Échange donc. Alors, ce que moi je veux dire, les politiciens, à un moment donné, Antoine finit bien
en disant qu'ils en font trop. Moi, je ne crois pas que ce soit sincèrement une volonté de questionner un cadre de dialogue. Ahmed parlait on les met dans un bus, on va pas non plus les transporter dans des Rolls-Royce pour les amener dans une salle. Je pense qu'il faut y aller. Il faut qu'il y ait un début d'échange. Il faut qu'il y ait un début de discussion. Ils courent vers le médiateur quand le médiateur arrive pour aller parler avec lui. Mais ils ne vont pas vers l'État lorsque l'État les appelle. Mais qu'est-ce que vous voulez? On va pas aller quand même les tirer par les oreilles pour les amener et les installer dans une salle. La seule chose, Ahmed, permets-moi, quelle méthode dont tu parles? De quelle méthode tu parles? Tu utilises le mot, mais le contenu, dis-nous c'est quoi le contenu, de quelle méthode tu parles? Aujourd'hui, je pense que ce qui est fait, c'est que la responsabilité de l'État, c'est d'appeler les acteurs politiques à venir s'asseoir et parler sincèrement. On interroge déjà le cadre, on interroge cette espèce de volonté de l'État de vouloir manipuler à chaque fois que la CEDEAO veut prendre des décisions. Non, moi je ne crois pas. Je pense qu'il faut aller déjà parler et après, lorsqu'ils vont parler c'est en parlant qu'ils vont comprendre qu'il n'y a pas de sincérité. Sur quelle base? On connaît le pays en crise. Sur quelle base? Explique-moi sur quelle base. Voilà. Tu demandes un dialogue à des gens dont tu as enfermé les leaders depuis des mois. C'est ça que tu appelles Ce sont les mêmes raisons. Ils sont enfermés pour les mêmes raisons. Il n'y aura pas de dialogue. Ce sont les raisons politiques qui les ont enfermés là. Bien. La plupart d'entre eux, ce sont les raisons politiques. Non, mais ne dis pas ça. C'est pas des raisons politiques qui les ont enfermés là pour la plupart. La plupart, c'est la CRIEF, qui est intervenue. Et donc, pour moi, pour conclure, Ahmed, ce que je veux dire, moi, il faudrait qu'à un moment donné, que les politiciens arrêtent de nous la jouer un peu les pleurnichards. Il faut qu'ils aillent s'installer, qu'ils discutent. Et à la suite, on verra s'il y a sincérité ou pas. Merci beaucoup, Ruby. Allez-y, Mafoudi Abangoura. Voilà, beaucoup de choses à dire ce matin. Évidemment, on s'entendra jamais là-dessus. Voilà, allez-y. Mais en fait, vous savez, quand on veut réussir quelque chose, on y met tous les moyens. Je pense que malheureusement, on est arrivé à un stade où on revit le passé. Parce que Doumbouya, tout ce qu'on lui demandait, c'était de faire de telle sorte qu'on ne se retrouve pas dans les erreurs du passé. Et là, on est allé d'échec de dialogue à échec de dialogue et on se retrouve dans le même film. Il aurait pu faire mieux. On est à un niveau où c'est difficile de dire avec certitude qu'il a une vraie volonté de laisser ce dialogue s'opérer. Non, permet. Si, elle finit s'il te plaît. Elle finit, Ruby. Allez-y. C'est quand on veut un dialogue. Parce que quand on prend l'essentiel du dialogue, le plus important c'est la confiance qui devrait émaner du côté et des acteurs politiques et du gouvernement. Mais pour le moment, ce n'est plus le cas. Au début, il y en avait. Après la première concertation, la proposition du mémorandum, il y avait une certaine confiance. On se disait, oui, le CNRD, cette fois-ci, va pouvoir obtenir quelque chose. Mais après, il y a eu des actes qui ont été posés. Et de fil à aiguille, on se retrouve aujourd'hui avec des acteurs qui n'ont pas forcément confiance. Et moi, je veux comprendre quelque chose. Je sais de les comprendre parce que quand on prend la communication du Premier ministre, par exemple, on parle de facilitateur, on parle de médiateur. Ça fait quand même plusieurs mois que les acteurs politiques et ceux de la société civile tiennent à ce qu'on ait un médiateur international. Et ce que le gouvernement propose aujourd'hui, ce sont des facilitateurs nationaux. Et on insiste à dire que ce sont des personnes qui sont choisies sur la base de leur probité morale, de l'expertise et plein de choses. Mais quand on connaît le Guinéen, dès qu'il sent à un moment que celui qui est en face a peut-être plus d'intérêt avec l'autre, ça suffit largement pour remettre en cause tout le travail qui est fait. Donc c'est un manque de confiance qui existe déjà. Quoi qu'on fasse, je pense qu'on est parti pour ne pas obtenir quelque chose. Et le gros du travail revient en fait au CNRD. Mamadi Doumbouya, tout à l'heure, Ahmed s'offusquait du fait que le Premier ministre, dans sa communication, semblait peut-être trop parler de Doumbouya, le louer, le faire ceci. Mais on ne va pas aussi occulter justement la présence d'un chef de la junte pendant la transition. Il est évidemment l'homme fort. Il est évidemment celui-là qui va donner le ton. Les autres ne feront que suivre. Vous vous rappelez, c'était dans ce studio lorsque j'ai dit que je croyais en la volonté de l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui. Il a tout fait. Il a tenu des propos. Il avait une volonté. Moi, c'est ma perception. Comment comprendre que lui, il a échoué? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce parce qu'il ne faisait pas exactement ce que lui exigeaient ses chefs hiérarchiques? On doit pouvoir se poser des questions. Parce que si la volonté n'émane pas de ceux qui ont force de décision,
Ça ne pourra pas, comme Maître Gomo aujourd'hui, avec toute sa volonté. Hier encore, il demandait aux opérateurs économiques d'user de leur force, de leurs relations, pour inviter les acteurs à venir autour de la table. Tout le monde pourrait s'y mettre, mais une fois autour de la table, et même avant autour de la table, lorsqu'il s'agit d'aller autour de la table, lorsque on doit parler du format, de la forme de ce dialogue, quand ça n'obéit pas à ce que les autres demandent, vous savez ce qu'ils demandent. C'est pas comme si on devait céder à leurs caprices, mais c'est de voir ce qu'ils demandent. C'est logique parce que quand vous lisez la communication de l'ANAD et de Corée, quelque part, ils mentionnent que ce que le CNRD veut, c'est d'avoir un dialogue sans témoin. Parce que pour eux, il faut avoir quelqu'un qui les rassure. Et c'est quelqu'un, ils voient ça en la personne du médiateur qui n'est pas un Guinéen, et on ne leur offre pas avec cette nouvelle proposition. Donc, naturellement, ça va poser des problèmes. Mais maintenant, ce qui me rassure pour terminer, c'est que dans ce communiqué quand même de l'ANAD et de Corée, je ne vois nulle part, c'est dit, on ne va pas à ce dialogue. Ils ont plutôt énuméré ce qui pose problème. Peut-être certains diront que c'est important, il faut qu'ils disent, ou même s'ils ne disent pas. Mais moi, je pense que c'est comme une petite porte ouverte. On dit ce qui ne va pas pour le moment. C'est-à-dire, si vous réglez, on est à mesure de venir autour de la table. Allez-y, Jacques Léon. On est au même niveau, au niveau des préalables. On veut y aller, mais rendre cela très joli, créer que des les conditions, préalables, etc. on reste sur la même chose. On dit qu'on veut un médiateur. Il y a un médiateur qui est désigné, qui est Boni Aïe, qui est venu. Maintenant, la nouvelle forme qui est proposée. Comment comprendre qu'on ne met pas l'accent sur sa présence? Ils ont eu le médiateur. Bien. Et c'est quoi le poids de ce médiateur dans cette nouvelle proposition? Vous doutez désormais de la force du médiateur qu'ils veulent? Non, pas de sa force, mais sa présence même. Bien. Oui, ça, en fait. Voilà. Allez, vous restez avec nous, mesdames et messieurs, sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Le temps pour la régie de ce programme, parce que on vient d'avoir cette alerte info en direct. On va essayer de voir dans quel contexte, évidemment, diffuser. Si vous êtes prêts du côté de la régie, ce communiqué, mon cher Tamba, qu'on a reçu, vous l'avez sans doute décrypté. Ça parle de quoi exactement? Voilà, c'est un communiqué qui vient compléter la sortie que j'ai évoquée hier, ici sur nos antennes, sortie qui était postérieure à la visite, au séjour donc du président Mbalo en Guinée, et qui est reparti par la suite et qui a fait une déclaration où il disait s'accorder sur la durée de la transition avec les autorités guinéennes. J'étais même allé jusqu'à dire que le président Mbalo s'est ensuite dépêché de joindre Conakry, bien entendu, au téléphone, pour présenter ses excuses par rapport à cette sortie-là. Et justement, il disait que il avait besoin de ça auprès des autorités de la CEDEAO, mais qu'il s'en excusait, que les choses iraient à l'avenir différemment. Bon, certaines n'avaient pas saisi cela, mais encore une fois, c'est notre travail que d'aller et d'entendre. Et donc, je peux encore le réaffirmer parce que c'était un fait. Ce qui se passe avec cette communication qui va certainement être vue tout à l'heure par nos téléspectateurs, c'est la sortie du colonel Amara à titre de porte-parole donc de la présidence de la République. Lamine, la première chose qu'il dit, c'est bien de fustiger des sorties qu'il qualifie de non maîtrisées et improvisées du président en exercice de la CEDEAO. Le colonel Amara le dit tout simplement, et il rappelle de leur point de vue que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, donc qui a donné lieu à cette transition, c'est bien l'inaction de l'institution sous-régionale qui n'aurait pas assez pris ses responsabilités lorsqu'elle avait été interpellée face aux velléités de maintien du professeur Alpha Condé. Et donc, en ayant fustigé cela, il dit aussi dans ce communiqué qui va être vu tout à l'heure que finalement, on rabaisse les États d'Afrique de l'Ouest, on rabaisse la CEDEAO en improvisant, ce sont ces mots, en improvisant une rencontre en marge du sommet du 77e sommet des Nations Unies. Il le dit très clairement, un sommet des chefs d'État de la CEDEAO devrait se tenir à l'intérieur de l'espace géographique tenu par les États membres de la CEDEAO. Allez le tenir là-bas, pour lui, il le traduit comme quelque chose qui n'honore pas bien nos États. Et le plus intéressant dans ce propos, il le réaffirme. Il dit dans son propos que lorsque Mbalo était là, il n'a jamais été question de durée de la transition, mais du contenu du chronogramme. Et que là-dessus, un accord avait été trouvé, on pourra l'entendre
bien entendu dans un instant. Et Lamine, et c'est ça finalement le nec plus ultra de cette communication, c'est de dire que il y a une campagne claire de diabolisation qui est ouvrée par le président Embalo. Pourquoi je veux simplement répéter ces mots pour ne pas distordre l'idée. Il dit que cette diabolisation découle du fait que Embalo n'ait pas obtenu ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était bien d'entériner son choix de candidat pour les futures élections. Eh bien, ça c'est le colonel Amara qui le dit. On va donc l'écouter et on reviendra certainement là-dessus. Justement, colonel Amara, à l'instant, Alerte Info sur Radio Espace. On écoute ça. Nous avons suivi la sortie médiatique du président de la conférence des chefs d'État aujourd'hui sur les zones de RFI. Avant tout, nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction de président de la conférence des chefs de l'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu et place de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette institution respectable, le président Embalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudraient que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi à certains moments. À lui entendre et à le prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, son leadership aura permis de donner l'occasion aux autres de ne pas nous prendre au sérieux, à moins que ce ne soit son objectif. Dès lors, il est donc permis d'inviter le patron des chefs de l'État de la CEDEAO, comme il le prétend, à œuvrer davantage pour l'honneur et la grandeur de nos peuples. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Embalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à entériner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'histoire parce que nous ne reculerons pas. Nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Une autre évidence est le fait qu'il y a une nouvelle dynamique dans nos pays qui est impulsée par une nouvelle génération de dirigeants à laquelle appartient le président Doumbouya, qui ne fera pas de civisme et n'est pas aliéné. Pour ceux qui interrogent l'histoire, on sait qu'en Guinée et partout dans le monde, le Guinéen n'aime pas le manque de respect ou un quelconque dictat. Nous avons volontairement ouvert toutes nos portes à la CEDEAO, mais nous nous résignons d'accepter que l'image souverainiste de notre si chère institution sous-régionale ne soit prise en otage par des sorties non maîtrisées et imprévisibles. Président Embalo, qu'est-ce qui nous a été proposé pour une sortie de transition, à part le calcul arithmétique de jours et de mois? La situation guinéenne n'est-elle pas la résultante de l'inaction
et du mutisme de la CEDEAO dans l'accompagnement de faits dans la violation de la Constitution, nous assimilons cet acharnement au fait que les actions de rectification institutionnelle en cours dans notre pays soient du mauvais goût pour certains qui voudraient nous replonger dans les erreurs du passé. Chaque pays a ses réalités et nous assumons les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer un contenu à notre transition. Il est important qu'il y ait un peu de retenue dans certaines prises de parole pour ne pas se donner un spectacle aux yeux du monde. On ne peut malheureusement pas se permettre de parler comme des acteurs des réseaux sociaux pour comptabiliser le nombre de vues. Nous ne permettrons à personne que la presse soit la voie par laquelle un responsable choisira pour parler de notre pays et en profiter pour s'accorder du crédit en disant des choses qui n'ont jamais fait l'objet d'échanges. La première sortie n'a pas fait l'objet de réaction parce qu'il avait été estimé qu'il fallait de la hauteur. La vérité est que quelqu'un se permet de dire ce qui n'a pas été dit et veut faire croire cela aux gens. On n'est pas dans une émission de guignol ou de télé-réalité. Il s'agit de relations diplomatiques entre des États responsables qui requièrent le respect. Au sujet des sanctions pré-proclamées, nous répondons que ce n'est pas une surprise venant du président Mbalo. Nous regrettons ces propos qui s'apparentent à de l'arrogance contre notre pays et un dictat aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Ce qui reste sûr, les prises de position du président Bissau-Guinéen ne seront pas de nature à détériorer les relations historiques, séculaires et fraternelles entre nos deux peuples. Nous trouverons en cette période de transition la force, le caractère et l'union sacrée qui nous permettront d'aboutir à la mise en place d'institutions fortes qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Nous voulons à cette période cruciale pour notre pays pouvoir compter sur l'accompagnement de tous les partenaires sous l'égide de nos frères de la CEDEAO. Je vous remercie.